Madame, Monsieur, bonjour. Au moment où se joue le premier tour de la primaire de la gauche, quelle place occupe actuellement en France et en Aquitaine le Parti communiste et le Front National? Quels sont les programmes des deux partis? Quels sont également leurs projets et leur avenir? Olivier d'Artigol et Jacques Colombier sont aujourd'hui les invités de Dimanche en politique. Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole national du Parti communiste français, vous êtes conseiller municipal de Pau. Jacques Colombier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Front National au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et vous êtes conseiller municipal de la ville de Bordeaux. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors une réaction tout d'abord, si vous le voulez bien, en ce début d'émission. Vous l'avez constaté cette semaine, une vague de froid a transpercé le pays, la région. Une réaction par rapport à cette météo qui touche les plus démunis. 140 000 SDF sont aujourd'hui recensés en France. C'est un échec des politiques, Olivier d'Artigol? 140 000 SDF, certainement plus. C'est un décompte qui date d'il y a quelques années, mais c'était déjà plus de 45%. Alors ce sont des sources INSEE de 2013, dernier recensement. 30 une augmentation. 30 000 enfants. Donc en effet, c'est quelque chose de catastrophique. Je tiens à rendre hommage d'ailleurs aux associations de bénévoles, au Secours populaire français, au Secours catholique, à Emmaüs, bien sûr au service de l'État. Je suis, moi, favorable, comme le hommage propose, aux associations, mais est-ce que c'est un échec de la classe politique en général? C'est un échec des politiques publiques, c'est un échec en termes de courage politique, puisqu'il y avait eu des slogans il y a quelques années, zéro SDF, on s'en souvient. Et il y en a encore un cette fois-ci, pour cette campagne, puisque Jean-Luc Mélenchon nous disons très clairement, sauf que nous, on n'était pas en responsabilité aux affaires. Nous disons très clairement qu'il est possible, avec le niveau de richesse produite dans notre pays, alors que 41 milliards d'euros a filé vers le patronat sans aucun retour sur l'emploi, de mettre fin à cette situation indigne, inhumaine, tout simplement en gérant l'hébergement d'urgence. Mais le problème, c'est que des personnes qui restent parfois 2-3 mois en logement d'urgence avant d'accéder à un logement social. Aujourd'hui, l'objectif d'un pays, c'est 30 000 logements sociaux par an. Il en faudrait 60 000. Tous les spécialistes du logement le disent. Et il faut donc construire, Franck-Omer, des parcours de logement, passer par l'hébergement d'urgence, puis le logement social et réparer ses vies. C'est possible. On va revenir sur votre programme. Jacques Colombier, une réaction également, puisqu'on voit que c'est 44% d'augmentation en 10 ans de personnes dans la rue. Là encore, c'est un échec. Tout à fait, c'est un échec patent des politiques menées par les gouvernements divers, de droite comme de gauche. Depuis une trentaine d'années, on se rend compte que la pauvreté s'étend dans notre pays. En reprenant des chiffres de l'INSEE, dans les 10 dernières années, 2004 à 2014, il y a eu plus d'1 million supplémentaires de pauvres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'après les diverses sources sérieuses, nous sommes à peu près à 8,8 millions de pauvres dans ce pays. Quand on sait que c'est en dessous du seuil, en gros, du RSA, qui est à 687 € à peu près pour un parent isolé, voilà. Donc là, on a des chiffres. Derrière des chiffres, il y a des hommes, des femmes, évidemment, beaucoup de souffrance. Quelle serait la première action que vous engageriez pour tenter de commencer à enrayer cette situation? Écoutez, déjà, pour tenter d'enrayer, c'est d'abord de sauver, si je puis dire, car c'est une question de santé publique et même de vie ou de mort, souvent pour les SDF, c'est déjà d'augmenter de manière importante les centres d'hébergement, dans l'urgence, les lits. Quand on voit ces grandes périodes de froid. Et puis je crois que c'est surtout, il faut arriver à éradiquer cette pauvreté de masse maintenant. De quelle manière? Eh bien écoutez, déjà c'est d'avoir une politique de l'emploi, car depuis 30 ans, les gouvernements n'ont pas su créer de l'emploi, mais de la pauvreté. C'est une politique donc beaucoup plus de protection de nos entreprises et d'aide de nos entreprises. C'est aussi une préférence nationale. Et puis pour les allocations sociales, comme pour le logement. Alors attendez, on va revenir sur le programme. Et puis un effort sur la formation, mais ça c'est au titre de la réaction, Olivier d'Artigol, avant d'ouvrir d'autres chapitres.
et prendre Jacques Colombier au mot, parce que si nous sommes sur un plateau, on peut aussi s'interpeller. Absolument. En état d'esprit. Le faire, bien sûr, sur le contenu des solutions. Mais alors, Jacques Colombier, je ne comprends pas, parce qu'il y a en effet 3,5 millions de gens mal logés, sans logement ou très mal logés dans le pays. Oui. Ce qui demande donc parfois à ce que les politiques publiques viennent en aide. Or, les élus FN dans les conseils régionaux votent systématiquement contre toutes les subventions concernant la solidarité. Et j'ai été très inquiet, très choqué par le comportement de vos élus, notamment de maires, qui ont dégagé le Secours populaire français de leurs locaux, alors qu'on sait très bien que ces associations sont en premier rideau et aident concrètement. Parce que la solidarité, je termine mon propos, la solidarité n'est pas uniquement des discours. C'est aussi des femmes et des hommes engagés sur le terrain. On va écouter la réponse de Jacques Colombier. Oui, alors vous dites d'abord une première contre-vérité. Nous n'avons jamais, je prends déjà mon exemple, si je puis dire, au Conseil régional, voté contre des subventions qui vont à la solidarité. Les maires Front National ont, dans quelques communes et dans certains cas bien précis, en effet, couper les subventions à certaines associations. Au Secours populaire français. Eh bien, au Secours populaire français, entre autres, sur une mairie, mais qui faisaient de la politique et qui avaient qui ciblaient des attaques politiques incessantes contre la mairie. Faire de la politique. Monsieur, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler. Voilà, donc j'allais dire, vous prenez quelques exemples pour ça. Nous ne sommes pas contre la solidarité, mais en revanche, il faut non seulement s'attaquer aux conséquences. Je parlais de centres d'urgence et de lits pour les SDF, mais il faut surtout s'attaquer à la racine du mal. Or, la racine du mal, on le sait, c'est un chômage. Or, le parcours du chômage, malheureusement, c'est la dégringolade. Je rappelle quand même qu'à partir de 2008, non seulement la pauvreté a atteint les classes populaires, mais une certaine partie même des classes moyennes. Bien sûr, parce que les salaires sont trop bas. C'est pour ça que le Parti communiste français, Jean-Luc Mélenchon, propose l'augmentation du SMIC. Oui. C'est pour ça que nous demandons que les aides au patronat soient conditionnées. N'allez pas trop vite sur le programme. On va revenir. Tout ça, ce sont des messieurs. C'est comme nous proposons l'augmentation du SMIC. C'est comme M. Hamon avec son revenu universel qui va Attendez, on va revenir sur milliards. Écoutez, on va revenir sur ce chiffre. Non, on peut pas. 300 milliards d'euros, alors que nous avons une dette de plus de 2 On va revenir sur le programme des différents candidats. Mais vous avez aussi des discours Jacques Colombier, on va revenir sur les programmes. Un mot, Olivier d'Artigol, nous sommes en train de fêter le premier anniversaire de cette nouvelle région, la Nouvelle-Aquitaine. Il y a un an, vous n'avez pas pu vous qualifier pour obtenir... À très peu de voix, oui. Oui, vous avez fait 4,85%. On va faire 5, on a fait plus de 100 000 voix sur la grande région. Il nous a manqué 3 000 pour passer la rampe. Le Parti communiste donc n'est pas représenté. Je trouve que ce mode de scrutin n'est pas normal parce que les observateurs ont jugé que le Front de gauche avait fait quand même une campagne de contenu. On a tenu notre place. Donc je pense que les élus du Front de gauche... Quelles conclusions en tirez-vous? En avez-vous tiré un an après? Vous avez pu tirer un bilan une fois passé la déception? On a fait une campagne correcte. Il y a eu trop de divisions, je vais dire, à la gauche de la gauche, mais c'est comme ça. Chacun en tire les enseignements. Je continue à suivre l'actualité régionale, bien évidemment. Je trouve que pour suivre le débat régional, il manque en effet un groupe du Front de gauche au Conseil régional aujourd'hui de la Grande Aquitaine, notamment sur la politique concernant les entreprises et les aides allouées sans contrepartie. Quel bilan tirez-vous de la première année du mandat d'Alain Rousset? Écoutez, moi je suis très critique sur ces méga-régions, sur ces monstres territoriaux. Je pense qu'on va vers des politiques publiques de plus en plus éloignées des populations et des citoyens qui y vivent. Donc nous verrons la manière dont ça se passe au cours des prochaines années. Je pense que il y a de grandes difficultés devant nous. Je vous prends un autre exemple. Hier, on a réuni le conseil d'agglo de Pau. On est passé de 14 communes à plus de 40 communes. Ça a été une foire insupportable puisque les délibérations n'étaient pas dans l'ordre, on n'y arrive pas. Je suis vraiment contre la loi NOTRe, contre la manière dont tout ça... Il faudrait revenir sur cette grande région. On verra, mais je trouve que les politiques régionales sont peu visibles, obtiennent aujourd'hui peu de résultats concrets. Il manque dans l'Assemblée délibérante un groupe, en effet, du Front de gauche, ça aurait fait du bien. Quand il y a eu des élus régionaux du Front de gauche, ils ont obtenu des choses. Et ils ont marqué leur mandat de choses très concrètes. Jacques Colombier, vous faites partie de cette... Jacques Colombier est élu depuis 86, je crois, je ne sais pas... Oui, avec un mandat... mais je ne sais pas quel est son bilan comme conseiller régional. Aujourd'hui, vous siégez
donc au sein de cette Assemblée. Absolument. Quel bilan tirez-vous au bout d'une année? Alors d'abord, nous siégeons, je rappelle quand même que nous sommes le groupe avec les Républicains, plus le MoDem, plus l'UDI, nous sommes le groupe intrinsèquement le plus important. D'ailleurs, il y a eu 3 défections, vous avez perdu 3 élus qui ont quitté le Front National ces derniers mois. Oui. Pourquoi? Mais on va y revenir. Moi, je vais vous parler de la région. Or, la région, on se rend compte, ces nouvelles régions, c'est la conséquence d'une décision technocratique, sans aucune concertation, c'est d'une directive européenne. Et cela a engendré des mastodontes administratifs. Cette grande région, certes, le Limousin est une région sympathique, mais il n'y a pas d'identité propre à cette région. Je cite le Limousin, mettons, et l'Aquitaine. Or, on nous avait vendu cela, alors déjà, pour faire des économies, est-ce que les économies ont commencé? Eh bien non, on nous avait vendu ça en disant, on va mutualiser, on réunit 3 régions, on va faire des économies. Je constate que les palais régionaux de Poitiers ou de Limoges existent toujours. La fonction publique territoriale, on le sait, qui est extrêmement importante dans notre pays. Elle peut être de qualité, je n'en doute pas, mais ne se réduit pas. Et évidemment, on le voit déjà dès le prochain budget, il y aura une augmentation des charges. Et là, je pense qu'on a trompé les Français là-dessus. Alors, c'est une gestion, j'allais dire, assez chaotique. Bon, certes, il n'y a qu'une année. Elle s'est mise en place de manière assez chaotique. Et puis, je crois que les régions s'occupent de tout. Et puis, il y a un certain nombre, nous pensons qu'il faut rester sur nos compétences, éviter ce que je peux appeler des gaspillages. Quand je vois quand même un projet, vous me direz qu'il ne va pas avoir le jour tout de suite, avec une LGV à Dax ou à Toulouse à 9,5 milliards, dont on n'a pas le projet-là, il n'existe pas encore. Ou la Pau-Canfranc, qui est quand même, j'allais dire, une obsession d'Alain Rousset, qui, si on l'a finalisé, irait à plus de 500 millions. Je reviens sur une question. 3 élus ont quitté votre groupe, ne sont plus donc sous le Front National. Oui, tout à fait. C'est une crise au sein du Front National? Non, ce n'est pas une crise. Moi, écoutez, j'ai eu un élu, il y a un élu conseiller municipal qui nous a quittés, je crois, au mois de juin l'année dernière. En revanche, il y a 2 élus, dont une conseillère régionale, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été acceptées pour l'investiture aux élections législatives. Du reste, ces 2 élus-là ne le cachent pas. Je n'invente rien, voilà. J'allais dire, vous savez, à l'approche d'élections importantes, dans tous les partis politiques, il y a comme ça des aigreurs, des gens qui estiment qu'ils ne sont pas reconnus à la hauteur de leur mérite. Il faut faire des choix. Il y a des candidats avec la parité en plus. Voilà, donc non, il n'y a pas de crise. Il y a une information qui a été publiée cette semaine. Les comptes de campagne ont été révélés. J'ai noté que ce qui me semble être des sommes folles, il y a une certaine forme, je trouve, d'indécence dans la politique quand autant d'argent sont dépensés pour une campagne. Donc j'ai vu ces comptes officiels présentés devant la commission référente, où les 2 premiers à plus de 900 000 euros étaient Virginie Calmels et Alain Rousset. Vous parlez de la campagne pour les régionales, oui, bien sûr. Il y a un an. Et le 3e compte de campagne, tout juste après, c'est Jacques Colombier à plus de 700 000 euros. Donc là, pour le coup, vous n'avez pas eu de problème avec les banques. Je trouve que c'est un débat politique qu'on devra avoir. Pour le Front de gauche, c'était un peu plus de 100 000 euros. Sur la manière de financer les campagnes politiques. Et c'est une question de démocratie, que l'ensemble des acteurs puissent être étalonnés au même niveau concernant ces campagnes électorales. Mais ce sont des sommes qui m'ont apparu exubérante, affolante. Allez, on va avancer dans cette émission. Un mot, Jacques Colombier, après on ouvre un autre chapitre. Les banques ne nous ont rien prêté. C'est un apport personnel. On peut discuter. Ne me coupez pas tous les 2 mots. Donc c'est un apport personnel. Vous me coupez tous les 2 ou 3 mots. Je ne peux même pas vous donner donc un argument. Je veux dire, les banques, vous le savez très bien, c'est une notoriété publique. Du reste, elles ne s'en cachent pas. J'allais dire, elles s'en glorifient, ne prêtent pas au Front National. Je dois reconnaître à M. Bayrou, oui, absolument, je dois reconnaître à M. Bayrou qui a une idée, vous voyez, je lui reconnais en temps quelques mérites, qui a une idée peut-être de dire, eh bien écoutez, adossé à la Caisse des dépôts et consignations, pourquoi ne pas créer en effet une structure bancaire qui puisse en effet aider les candidats. Vous me dites pour 12 départements, 700 000 euros, c'est colossal. Non. Moi, pour avoir fait cette campagne, je peux vous dire que oui. Oui, ben écoutez, je ne sais pas, avec 26 000 kilomètres faits, je vais vous dire, c'était une sacrée campagne. Les chiffres sont là, ils ont été validés, donc on ne va pas y revenir. Vous parliez de François Bayrou. Olivier d'Artigol, vous côtoyez François Bayrou à Pau, puisque vous êtes... Je suis dans l'opposition municipale. Est-ce que c'est un bon maire, François Bayrou ? Il a donné le sentiment de vouloir marcher sur l'eau en début de mandat. Il a été élu maire de Pau, puisque l'UMP a rejoint... son cheval blanc, ce n'était pas celui d'Henri IV, mais aux dernières élections, alors qu'il y avait eu une opposition de l'UMP aux dernières élections municipales.
j'ai envie de dire 2 choses. Il a eu un début de mandat plutôt, j'ai envie de dire, positif le concernant parce qu'il a arbitré des dossiers un peu lourds. Donc il va pouvoir engager de l'investissement local, notamment sur les halles. Il a fait un peu de bling-bling concernant un festival, le boulevard des Pyrénées, etc., même si il y a de l'embellissement urbain dans l'hypercentre. Mais les quartiers populaires souffrent. Je suis en train d'aider, comme conseiller municipal d'opposition, un collectif de locataires, je cite leur nom avec plaisir, c'est le collectif de la tour Isab, un quartier Saragosse. Le maire a décidé, je ne sais pas pourquoi, de raser cette tour, ce qui est catastrophique, parce qu'en plus cette tour elle avait été améliorée, il y a une bonne qualité de l'habitat, parce qu'il veut en faire un parc urbain. Je pense que le début de mandature s'est plutôt bien passé pour lui, mais là, les difficultés commencent à apparaître. Alors, une petite confidence, vous qui le côtoyez donc régulièrement, vous qui le connaissez bien depuis longtemps, a-t-il encore un rôle à jouer sur la scène nationale cette fois-ci ? Je ne peux que regarder les expressions publiques qui sont les siennes. Il a évoqué les 3 portes. Une porte, essayer de faire évoluer Fillon sur son programme, je pense qu'il n'y arrivera pas, tout en négociant un groupe parlementaire à l'Assemblée. Une seconde porte qui est d'y aller. C'est quand même l'élection qu'il préfère devant toutes les autres, hein, la présidentielle. Et alors, la troisième, ne pas y aller. Je pense qu'il est dans une situation difficile parce qu'il y a eu l'irruption d'un personnage... Emmanuel Macron. N'imaginez pas à ce niveau-là, à ce moment-là de cette campagne, Emmanuel Macron, qui est en train de faire une OPA sur le travail réalisé par François Bayrou sur les 30-35 dernières années de sa vie politique. Mais c'est son affaire, ce n'est pas la mienne. Olivier d'Artigol, un mot également, avant d'ouvrir sur les thèmes nationaux. Jacques Colombier, vous côtoyez-vous Alain Juppé au conseil municipal de Bordeaux ? Oui, oui, oui. Comment va-t-il, j'ai envie de dire, comment retrouvez-vous Alain Juppé après cet échec à la primaire de la droite ? J'ai l'impression qu'il n'a pas digéré cette défaite, qui, il est vrai, était quand même était dure, était importante. Et à 72 ans, il voit son grand rêve national s'évanouir, c'est difficile à digérer. Je crois que les électeurs, sa campagne n'a pas été une bonne campagne, les électeurs n'ont pas su où il se situait exactement. Je pense à son slogan d'identité heureuse qui était en total décalage, était hors sol avec l'état du pays et de la société. Et puis, il s'est fait le chant de l'Europe, de la société multiculturelle. Tout cela, les Français voulaient des propositions claires. Alors, je ne suis pas pour, mais c'est vrai que M. Fillon avait des propositions précises, et je crois que là-dessus, les gens veulent du concret. Pour rester sur Bordeaux, pensez-vous que Virginie Calmels, sa dauphine, a réussi son implantation ? Écoutez, je ne sais si elle a vraiment réussi son implantation. En revanche, je ne lui sens pas une volonté énorme de vouloir rester à Bordeaux. Elle avait accepté une investiture législative. Qu'Alain Juppé gagne ou perde, le problème n'était pas là, du reste, puisqu'il n'aurait pas pu se présenter. Elle l'a après refusé. Elle reste pour l'instant à la mairie. On ne la voit pas énormément dans les commissions ou autres. Bon, nous verrons. L'avenir nous le dira. Olivier d'Artigol. Je peux rajouter juste une petite sur la scène politique bordelaise, girondine, pour le coup. J'ai été abasourdi, totalement scandalisé par ce qui a été proposé à Vincent Feltès, quittant le palais de l'Élysée pour aller à la Chambre des comptes, je crois. La Cour des comptes. À la Cour des comptes. On recase les amis. Je trouve que cette façon de faire n'est plus acceptable et que ça pose vraiment un problème, ça accentue la crise politique de se livrer à ce genre d'exercice. C'est noté. Olivier d'Artigol, le Parti communiste français va fêter son centenaire en 2020. Il vous salue. Très bien. Pour autant, vous avez décidé de faire campagne commune avec Jean-Luc Mélenchon pour ces présidentielles. Ne risquez-vous pas d'être avalé tout cru et de disparaître ? On me sort cette tarte à la crème. Ah, tarte à la crème, mais y a-t-il pas un risque ? Il suffit de voir les législatives, les investitures, où les amis de Jean-Luc Mélenchon auront des candidats sur toutes les circonscriptions, je pense que même là où vous êtes présent. La responsabilité et la sagesse devront l'emporter. Je résume. Pour ce qui concerne le Parti communiste français, nous avons fait une belle campagne avec Jean-Luc Mélenchon, le Front de gauche, en 2012. J'étais d'ailleurs son co-directeur de campagne. Avec une campagne, oui, positive. C'était avec le Front de gauche. Le Front de gauche, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étends pas ici, a vécu quelques difficultés. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, part avec la France insoumise, c'est son droit. Le Parti communiste français a pris une décision forte qui nous engage, c'est de ne pas rajouter un bulletin de vote. On aurait pu, on a des parlementaires qui sont de grande qualité, on a des jeunes élus. On n'a pas voulu rajouter un bulletin de vote pour ne pas participer à cette division à gauche. On va donc faire la campagne avec Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat qui s'approche le plus de nos priorités, de nos propositions. Mais on veut, j'y insiste,
faire parler davantage dans notre pays des législatives, bon sang. C'est le Parlement qui vote la loi. L'inversion du calendrier électoral, le quinquennat, la personnalisation à outrance de la vie politique font qu'on ne parle plus dans notre pays des élections législatives. Attention, il nous reste peu de temps dans cette émission, le temps passe très très vite. Jacques Colombier, si vous deviez, là cette fois-ci dans le cadre de la campagne pour les présidentielles, d'abord qu'est-ce qui vous différencie avec le Parti communiste? Je crois que M. d'Artigol le prenne pas mal, mais enfin on est un peu comme des ascenseurs. L'ascenseur du Parti communiste descend, celui du Front National monte. Je crois que depuis 5 ans, toutes les élections, qu'elles soient locales ou nationales, ont démontré la très forte progression donc, du Front National, quel que soit... Si vous deviez mettre en avant une mesure dans le cadre de ces présidentielles, quelle est la mesure que vous souhaitiez défendre? Écoutez, il y en a deux dans ce cas-là. C'est la préférence nationale pour la protection des Français, je le disais, que ça soit aussi bien pour des allocations diverses que pour le logement ou l'emploi. Et deuxièmement, c'est de retrouver... Ce thème-là, vous le défendez depuis longtemps, les Français n'ont pas toujours entendu. Vous pensez qu'aujourd'hui... Eh bien, écoutez, au dernier sondage, je prends les chiffres exacts, 81% des Français sont pour la préférence nationale et 67, je crois, pour le rétablissement de frontières économiques. Et la deuxième mesure? Donc je crois que nous avons gagné déjà, là au moins, la bataille des idées. La deuxième mesure, c'est de retrouver notre souveraineté. Quand vous pensez sur une souveraineté budgétaire, monétaire, souveraineté économique, quand vous pensez qu'aujourd'hui, c'était, je crois, il y a 2 ans, le premier budget de la nation. Le premier budget a été soumis à la commission de Bruxelles. Il a fallu que les députés, avant de voter, envoient leur copie à Bruxelles. Bruxelles leur a dit à 2 reprises « Non, là, ça ne va pas, telle ligne budgétaire ne va pas, on vous renvoie la copie comme un mauvais élève. » Eh bien, cela, ce n'est pas possible. Il faut rendre la souveraineté aux Français, parce que leur rendre la souveraineté, c'est leur rendre la souveraineté dans les choix économiques, de protéger nos entreprises. L'Europe empêche aujourd'hui, que ce soit sur les marchés publics ou autres, que les entreprises françaises aient la préférence. Donc, voilà, ça résume tout. Les deux mesures que vous mettez en avant aujourd'hui. Olivier d'Artigol, si vous deviez mettre en avant également une mesure forte? C'est très simple, c'est l'humain d'abord, c'est la France en commun. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec ces politiques d'austérité, ce libéralisme qui détruit les territoires et les vies. C'est plus acceptable. On a encore un niveau de richesse produite qui nous permettent d'aller de l'avant. On a eu le Conseil national de la résistance avec un pays en ruine et qui ont été en capacité de faire de très belles choses. C'est donc l'augmentation du SPIC, l'augmentation des salaires. Le revenu universel, on en parle en début d'émission. Vous y croyez? Je ne suis pas favorable au revenu universel, tout simplement parce que c'est par le travail, par la feuille de paie, par la valorisation qu'on peut avoir, par l'insertion sociale et professionnelle qu'on s'en tire. Ça, Jacques Colombier, vous partagez là les valeurs d'Olivier d'Artigol? Non, non, mais il va me dire non, mais ne vous inquiétez pas. On ne partage, on n'a pas les mêmes valeurs. Sur la valeur travail. Mais surtout, je vais dire, c'est par le travail. Je comptais pouvoir continuer mes propositions. Encore faut-il qu'il y ait du travail et qu'on puisse en proposer. Je vais y répondre. D'accord. Voilà. Olivier d'Artigol. Je vais répondre. Donc, je suis contre ce pacte de responsabilité, ce CICE, qui ont déversé pour la première fois autant de milliards d'euros vers le patronat et les grandes entreprises sans qu'on ait le moindre retour en termes d'emploi. Il y a là un hold-up en termes de finances publiques. Je suis pour du logement social, pour la sécurisation des parcours professionnels. Je soutiens ce qui n'est pas quelque chose qu'appréciera Jacques Colombier, mais tant mieux pour l'inscription du droit à l'IVG et de son remboursement dans la Constitution française. Depuis la loi Veil, les forces les plus réactionnaires dans ce pays veulent remettre le couvert là-dessus. Vous êtes favorable à la légalisation de la consommation du cannabis? Non, pour ce qui me concerne personnellement, je pense que ce n'est pas un débat aujourd'hui important au regard de l'état du pays. Il y a des avis sur le sujet. Dernière question, Olivier d'Artigol, avant de donner la parole à Jacques Colombier. Vous avez voté pour François Hollande lors du 2e tour de la présidentielle. Quel bilan tirez-vous de son quinquennat? Désastreux, déployable. J'ai envie de dire que ce quinquennat restera gravé comme une politique de droite par les choix qui ont été faits et par une trahison de l'électorat qui avait pu écouter le discours au Bourget, l'ennemi c'est la finance. En fait, quand celui qui est élu ne mène pas la politique sur laquelle il a été candidat, il se fait dégager aujourd'hui et tant mieux. Jacques Colombier, également un bilan sur le quinquennat François Hollande et de quelle manière est-ce que vous allez réagir, proposer des choses différentes? Oui, écoutez, je crois que, en effet, c'est l'inefficacité personnifiée. Il n'a pas réglé de problème, il en a même, je pense, créé bien d'autres. Est-ce que la candidature Fillon vous inquiète? Est-ce qu'elle vous inquiète par rapport à vos militants, vos électeurs? Oui, non, ce qui est intéressant, c'est que la candidature de Marine Le Pen, face à M. Macron, face à M. Valls ou autre, ou M. Fillon, bien sûr, c'est qu'elle est totalement différente.
avec Marine Le Pen, les Français ont un choix. Soit ils votent pour un des autres candidats qui sont tous acquis au mondialisme et à ses ravages, vous parliez de la politique d'austérité, ou alors, ils votent pour une candidate, pour un patriotisme économique, un protectionnisme des intérêts, que ce soit des travailleurs, que ce soit des salariés, bien sûr, et aussi des retraités. Et là, à partir de là, les Français auront un véritable choix de société. Monsieur Macron, bon, c'est le symbole du libéralisme, en effet, à tout craint. Avec Monsieur Fillon, il faudrait travailler plus, mais pour gagner moins. Je crois que les choses seront très claires. Tous les sondages, mais il faut être toujours très prudent, donnent Marine Le Pen première au premier tour. Je crois que c'est un véritable courant de pensée, je le disais. Nous avons gagné la bataille des idées. Je pense que 2017, je l'espère, sera l'année de la victoire pour Marine Le Pen et surtout pour les Français. Jacques Colombier, Olivier D'Artigol, le temps passe très vite, c'est la fin de cette émission. On aura l'occasion d'en reparler lors des différents débats pour les législatives et les présidentielles à venir. Messieurs, merci. Dans quelques instants, le 12-13 en Aquitaine. Et puis Francis Letellier pour Dimanche en politique. Excellent après-midi.